Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 161e site-rep sur la Syrie et sur la Palestine en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes. Donc 161e site rep effectivement. On va parler de la Palestine, de la Syrie et puis de ces trêves entre guillemets qui se sont interrompues, qui recommencent. Voilà, donc merci d'être avec nous, mais merci de nous suivre et merci aussi de vous abonner aussi parce qu'on a toujours des possibilités, des difficultés à distribuer. Mhm. Alors, et c'est parti. À vous abonner et puis à partager, à relayer également si vous souhaitez, si vous le pouvez. Alors on Bien va sûr. parler effectivement en premier lieu de la situation en Palestine. Comme tu l'as dit, il y a eu plusieurs trêves et à l'occasion de ces trêves, il y a eu des échanges de prisonniers qui semblent tourner sur un ratio de 1 prisonnier pour 3 prisonniers. Alors tu vas nous dire dans quel sens, si tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors, après 50 jours ou 51 jours de guerre et de combats acharnés, surtout d'agressions israéliennes et des bombardements terribles qui frisaient le génocide total, en fait, contre à la fois des immeubles entiers d'habitation, des hôpitaux aussi qui ont été ravagés par les attaques israéliennes, envahis par des chars. Enfin, je rappelle quand même l'hôpital Al-Shifa qui a été envahi par les chars. Les malades expulsés à pied alors ils venaient d'être opérés. Enfin, vraiment un spectacle horrible de désolation qui a sans doute, en fait, et grâce aux réseaux sociaux, grâce à vous, qui ont relayé ces images qui sont complètement interdites par les médias mainstream et qui sont arrivés quand même aux yeux et aux oreilles du monde entier, ont fait que le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien a été très grand, qu'il a vraiment envahi, je dirais, toutes les rues du monde entier, les capitales, y compris les villes des, euh, des pays occidentaux qui sont soutien inconditionnel d'Israël, qui malgré tout n'arrêtent pas de répéter ou n'ont pas arrêté de répéter que Israël a le droit de se défendre alors qu'ils sont en train d'agresser, de tuer massivement le peuple palestinien et en fait en train vraiment de tout démolir, de tout détruire. Je rappelle qu'il y a eu quand même des tonnes de TNT qui ont été déversées sur ce petit espace de Gaza qui n'est rien d'autre que 367 kilomètres carrés, qui équivalent à 3 bombes atomiques, hein, en fait. Hein. Et avec des bombes à phosphore, des bombes à fragmentation, des immeubles détruits sur la tête de leurs habitants, des immeubles d'habitation, ajoutés aux hôpitaux, ajoutés aux lieux de culte, des mosquées et des églises, hein, qui ont été aussi attaqués, agressés, etc. Oui, Donc, suite à cela, alors tu parlais il y juste a au eu... titre de Oui, l'importance vas-y. des images qui nous parviennent. Je voudrais saluer à la fois le travail des journalistes d'où qu'ils viennent, qui ont le courage de travailler à Gaza. Mm, Tu m'en parlais tout à l'heure, il y a encore eu un caméraman qui travaille pour le satellite Al-Aqsa qui a été tué à Gaza.
Donc ce qui porte à 71 le nombre de journalistes, hein, c'est énorme, qui ont été tués à Gaza. Donc là, ils font un travail depuis remarquable le et 7 octobre, de première importance, effectivement. parce qu'il y a une véritable guerre de l'information menée notamment par Israël. Et donc, à la fois ces journalistes et à la fois même les simples citoyens gazaouis qui, avec leur téléphone, Mm. filment, en fait, et puis des gens, des humanitaires qui sont là-bas aussi. En fait, c'est un énorme courage parce que même un simple citoyen avec un téléphone portable qui filme, il est une cible pour l'armée israélienne. Ça, je pense qu'il faut le dire. Il y a pas que En fait, ils veulent faire un blackout Tout à sur fait. l'information. Et on va en reparler d'ailleurs de ce jeu malsain qu'Israël joue sur les médias à propos de l'échange Mm. des prisonniers. Et d'ailleurs, je voudrais que tu reviennes sur cet échange de prisonniers. Oui, et tout à fait. Je voudrais aussi saluer, donc, par ce fait, les journalistes de Al-Mayadin, les journalistes qui sont sur le terrain et qui nous envoient effectivement la vérité, qui risquent leur vie pour informer sur la vérité sur le terrain. À cette occasion aussi, je dis qu'il y a deux journalistes qui ont été visés et qui ont été tués, deux journalistes d'Al-Mayadin, qui ont été tués à l'intérieur des terres libanaises en fait, tiré par les Israéliens parce que les Israéliens en veulent à Al-Mayadin qui transmet la voix du peuple palestinien, qui transmet les vérités aussi sur place. Et en fait, bon, même à l'intérieur de l'espace, à l'intérieur des terres libanaises, ils ont été tués donc la jeune Farah et Badir, qui sont vraiment des hommages à eux et à tous les journalistes, hein, et tous ceux qui défendent les vérités en fait de cette guerre et d'agression absolument abominable des Israéliens contre le peuple palestinien à Gaza. Mhm. Euh, Donc en fait, alors sur l'échange de prisonniers, pardon, si on peut revenir sur oui, l'échange de non, prisonniers, mais je ça. voudrais revenir quand même au fait Mhm, qu'il y ait eu 6 jours de trêve, hein. mhm, C'est demandé par Israël d'abord, et ces 6 jours ont été faits dans les conditions de la résistance palestinienne. Et que pendant cette trêve, d'abord le premier point, parce que il y a eu une trêve, rappelez-vous qu'il y avait un certain nombre de civils qui ont été pris par la résistance palestinienne et qui étaient en otage. Et donc il y a les familles de ces personnes qui ont, mais même aussi des militaires qui ont été aussi pris par les Palestiniens, par le Hamas, hein. Et les familles ont fait des manifestations, pression sur le gouvernement israélien qui continue à bombarder sans rien voir, hein. Bon, donc grosse contradiction au sein de la société israélienne elle-même, qui ont fait que effectivement l'État israélien a demandé effectivement à ce qu'il y ait une trêve et a accepté ou a demandé qu'il y ait une trêve et que cette trêve a été acceptée par le Hamas dans les conditions du Hamas, c'est-à-dire un échange des prisonniers civils. D'abord, en fait, ces otages qui ont des doubles nationalités ou donc qui sont dans les mains des Palestiniens, un otage contre trois libérations des prisonniers, des détenus euh, euh, palestiniens qui sont dans les geôles israéliennes. Et je voudrais rappeler qu'il y en a beaucoup, il y en a 4000. Et puis les Israéliens continuent d'ailleurs à arrêter du monde. Mais en fait, donc un contre trois. Et puis qu'on commencerait par les enfants, d'abord, les enfants et les femmes qui sont détenus dans les geôles israéliennes. Ce qui a permis de montrer Donc, au monde entier qu'effectivement, certes, le Gaza a enlevé des enfants et des jeunes adolescents, mais en fait, les Israéliens, dans leur prison, depuis longtemps, avaient des enfants palestiniens, ce qu'une partie du monde ne veut pas ouais, voir. exactement, et des femmes
aussi. Et des femmes, bien sûr. Donc cette trêve a commencé, cette trêve de 4 jours d'abord, et puis après, elle a été renouvelée pour une journée, prolongée pour une première journée, prolongée une deuxième journée, et puis et une troisième journée qui est à peine terminée ce matin. On espérait qu'il y en ait plus. Alors, ça, il y a l'échange des prisonniers. Le deuxième point de cette trêve, c'était aussi permettre aux aides humanitaires de rentrer à Gaza, et puis permettre donc aux Gazaouis et permettre renflouer un petit peu les hôpitaux et surtout arrêter de bombarder. Arrêter de bombarder. Mhm. Donc, en fait, ces conditions ont été respectées par les Palestiniens, bien sûr, et les Israéliens ont effectivement respecté le premier jour. Et puis, le deuxième, ils ont commencé à ne pas vouloir ou à commencer à retarder la sortie des prisonniers, etc. Bon, chose à laquelle, effectivement, les Palestiniens ont riposté, comment dire, ont protesté, ont demandé au pays ou au comité qui dirigeait Au médiateur. cette trêve, Mhm. les médiateurs qui dirigeaient cette trêve, d'intervenir et de faire en sorte que toutes les conditions soient respectées. Alors, ces pays, on n'en a pas parlé, c'est le Qatar, c'est l'Égypte et les États-Unis. Donc, Mhm. il était important de voir que ces discussions ont duré longtemps et puis elles ont commencé. Donc, ça a commencé il y a une semaine. On est aujourd'hui au 7e jour. Mhm. Donc, voilà, les échanges ont eu lieu. Moi, je voudrais dire, c'est comment caractériser ce type d'échange, en fait, hein. Ce qui est apparu, c'est que les otages qui étaient sous le contrôle des Palestiniens étaient clairement bien traités, en bonne santé et souriants. Et plutôt, on a vu même des vidéos où ils serraient la main aux Palestiniens, qui leur disaient au revoir, etc., avec un grand sourire. Et alors que les Palestiniens qui ont été libérés ont été maltraités, en fait, avant les jours de leur libération. D'abord, ils ne savaient pas jusqu'à la dernière minute s'ils allaient être libérés ou pas, et qu'ils étaient maltraités, tabassés, interdits de manger, interdiction. Donc, en fait, pratiquement sanctionnés et pris à partie, en fait, par leur geôlier, parce que leur nom était sur les listes de libération du Hamas. Ça, c'est d'un point. En fait, la liste des prisonniers qui devaient être libérés a été donnée par le Hamas. Donc, comme je disais, c'est encore une fois dans les conditions de la résistance. Et ils étaient Gaza, ils étaient de la Palestine, de toutes les parties de la Palestine. Ceux qui étaient de Jérusalem, et puis il faut savoir que la prison, elle est à Ofar. En fait, Ofar, c'est une prison qui est en Cisjordanie. Et donc, les familles qui venaient accueillir déjà les prisonniers qui sortaient ou les Palestiniens qui sortaient de prison, ils étaient ennuyés tout le temps. Alors, au niveau des checkpoints, au niveau de leurs voitures ont été détruites. Quand ils venaient, d'abord, la libération ne se faisait que la nuit, par une nuit en pleine nuit. Alors, ça aussi, le timing, en fait, les familles, les maisons des familles
des prisonniers ont été aussi envahis par les Israéliens. Pour certains, leurs parents ont été, des parents à eux ont été emprisonnés, arrêtés, maltraités par les Israéliens. Et surtout, en fait, pour ceux qui étaient, le jeune qui était des territoires occupés en 48, en fait, était vraiment, sa famille a été embêtée et il a eu carrément une interdiction aussi totale aux familles de faire des signes de joie, c'est-à-dire pas de réception de félicitations, pas de distribution de gâteaux, il y a interdiction de lever le drapeau palestinien, interdiction de montrer des manifestations de joie. On a l'impression que les Israéliens étaient là à la chasse du sourire et à la chasse du moment de bonheur que les Palestiniens pourraient avoir à la retrouvaille avec quelqu'un de leur famille qui était emprisonné depuis quelques mois, quelques années ou quelques temps. Hmm. Donc, c'est vraiment, ça montre à quel point c'est comment dire, ces comportements sont des comportements des comportements revanchards qui manquent ça manque de maturité, des comportements comment dire, de horde, hein, en fait, de groupes pratiquement terroristes plutôt que des comportements, qu'alors que le comportement des Palestiniens était plus d'ailleurs relaté par les comportements d'État, en fait, qui est pesé, précis et qui a un objectif, c'était ça, et pas des comportements de vengeance. Alors, Ça, Aïssa, c'est un. excuse-moi de te couper. Quand tu touches tes AirPods, ça coupe le son pendant une seconde ou deux. Je voulais te D'accord, préciser. ok, parce qu'ils sont en train de glisser, ils tombent, c'est D'accord. pour ça. Alors, tu me Merci signalais, de me le dire, je oui, t'en prie, voilà. tu me signalais en Ouais. préparant cette interview que certains otages israéliens ont été libérés dans le nord de la Gaza, de Gaza. Mm. Or, l'armée israélienne et Netanyahou avaient annoncé qu'ils tenaient tout le nord de Gaza et qu'ils contrôlaient. Donc, ça a un peu surpris plusieurs observateurs, cette libération à des endroits qui étaient censés être tenus par l'armée israélienne. Tout à fait. D'ailleurs, les Israéliens eux-mêmes ont été surpris parce que ils pensaient que effectivement leur armée contrôlait tout le nord de Gaza, etc. Et ça n'est pas le cas. Ça, c'est encore un échec, je dirais, des renseignements israéliens. Et ça montre aussi que c'est du pipeau, en fait, ce qu'ils disent. Quand ils disent qu'ils contrôlent le nord de Gaza, etc. Par contre, il faut voir quand même deux choses. Les gens, à partir du moment où il y a eu un arrêt des combats, les Palestiniens de Gaza, du nord de Gaza, voulaient monter, en fait, aller dans leur maison, regarder, voir un peu ce qui se passe, etc., ce qui s'est passé, ce qui leur reste, ce qui est détruit, etc. Et là, ils étaient attaqués par les Israéliens, qui, malgré la trêve, en fait, ils attaquaient comme ça par des snipers qui s'attaquaient à la population qui montait. Donc, il y a eu des paysans qui ont été tués, des gens qui ont été blessés parce qu'ils montaient chez eux pour regarder comment dire, les Israéliens ont distribué des tracts hein, au début de la trêve en disant il est interdit d'aller du sud vers le nord, restez dans le sud. Si vous montez, vous allez vers le nord de Gaza, la mort vous y attend. Etc. En fait, bien sûr, ils n'ont pas fait attention à toute cette propagande et ces tracts, donc ils sont allés massivement récupérer leurs affaires et puis voir un peu ce qui se passe à Gaza. Bien sûr, la catastrophe les attendait parce que c'est là qu'ils ont vu que toute leur maison était à plat par terre, que il y avait ceux qui étaient restés, ils étaient là encore sous les décombres, qu'il y avait
des cadavres qui étaient encore dans les rues et ils cherchaient effectivement à pouvoir. La première des choses qu'ils cherchaient à faire, c'est de pouvoir, comment dire, enterrer les gens de manière correcte, hein, leurs parents, leurs familles, etc., de manière correcte. Et même ça n'a pas été possible parce que comme ils sont la plupart sous les décombres et que la plupart du matériel de soulèvement, etc., a été détruit aussi par les Israéliens. Ils faisaient ça à la main et ils faisaient aussi les enterrements dans les jardins, dans les lieux de fortune, je dirais, à côté de leur maison. Ça, c'est vraiment, ça montre à quel point cette horreur, ils sont même à poursuivre les gens, même dans leur détresse, quoi, jusqu'à la tombe. Donc ça, c'est un point important à voir. Et puis, bon, bah, que les otages, à contrario, les otages qui ont été libérés par les Palestiniens, ils ont été donc remis comme les échanges se font par la Croix-Rouge, hein, donc ils ont été remis à la Croix-Rouge. On a vu qu'ils échangeaient des sourires, qu'ils étaient bien portants. Il y a même eu des vidéos qui ont été faites avec eux, des rencontres où ils disaient qu'ils étaient très bien traités. Pour certains, ils étaient même, non seulement ils avaient leurs médicaments, mais ils étaient en meilleure santé. Il y a eu même un témoignage qui a été mis sur Internet par quelqu'un qui remerciait les Palestiniens d'avoir remis sa mère en meilleure santé parce que elle avait des médicaments et ils lui ont changé les médicaments, ils lui ont mis des médicaments qui étaient plus efficaces et qui étaient mieux pour sa santé. Donc elle est revenue en une meilleure santé à la maison. Et puis, bon, il disait que de toute façon, les otages disaient qu'ils vivaient très bien, qu'ils ont eu une visite de Hassanwar dès le premier jour, le deuxième jour après leur prise d'otage, qui les rassurait en leur disant qu'ils ne vont pas avoir de problème, etc. Et qu'ils étaient autorisés à être ensemble, qu'ils étaient tous ensemble, ce qui leur donnait du courage. Ils ne savaient pas où ils étaient, mais ça leur donnait du courage, hein, et qu'ils pouvaient même fumer, ils pouvaient échanger, qu'ils mangeaient, on ne peut pas dire à leur faim, mais que les combattants partageaient avec eux tout ce qu'ils pouvaient apporter au niveau des repas et qu'au niveau aussi, même quand ils trouvaient les médicaments, quand ils n'avaient pas les médicaments, c'est que c'était une partie de la pénurie générale. Donc, en fait, les témoignages étaient plutôt très positifs sur la manière d'être traités, si bien que des responsables sionistes ont dit il faudrait que ces gens bouclent leur gueule et ils ont interdit qu'on les interviewe dans les médias et sous réserve de les emprisonner. Oui, Parce on se que, souvient de ces deux dames de plus de 80 ans qui avaient été libérées et ça avait fait tout voilà, un pataquès, on en avait parlé dans un précédent Citrep et donc ils n'ont pas envie que effectivement. ça se reproduise et c'est vraiment la guerre médiatique dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. Et Ah, donc, de ce fait, effectivement, les otages qui étaient pris par les Palestiniens sont devenus un peu des ambassadeurs pour leur humanité, je dirais, parce que, de toute façon, eux, ils n'y étaient pour rien. mm, mm. Alors c'était... Par Oui. contre, les otages militaires, là, il n'y a pas été la condition en fait, de la résistance palestinienne pour les sortir, pour commencer à en discuter, c'est vraiment que tous les, c'est autre chose en fait. Donc là, on va discuter de sortir de vider toutes les prisons d'une part au niveau des Palestiniens
d'une part, et que d'autre part, il faut lever le siège complètement de Gaza, il faut que les forces militaires israéliennes quittent Gaza, qu'il n'y ait plus de siège du tout de Gaza, qu'il y ait libre circulation et surtout ouverture de tous les passages pour que les vivres, les soutiens, les secours humanitaires, etc., puissent rentrer et pas seulement, aussi commencer aussi à déblayer, à permettre à reconstruire. Donc ça ne sera qu'après c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra commencer à discuter de la libération des militaires qui sont dans les mains de la résistance palestinienne. Mhm. Alors c'était la journée de soutien à la Palestine, je connaissais pas cet événement, hein, c'est toi qui me l'as appris tout Oui, à l'heure. oui. Donc ça a été créé par l'ONU il y a très longtemps. Alors Mm. à quoi ça sert? On y fait que y Le, parler, et c'est quoi? Il y a rien de le concret? 29 novembre, en fait, de tous les ans, donc depuis 1947, lors de la création de l'État d'Israël, là, en fait, sur les terres de Palestine, hein, qui a été approuvé par l'ONU. L'ONU a mis en place une journée de soutien au peuple palestinien. Une sorte de lot de Et consolation, quoi. journée internationale, une sorte de, oui, de compensation, Non, si on veut. lot de consolation. Pas compensation, parce que le terme ce serait un peu élevé, Oui, c'est bien oui, maigre oui, comme oui, non, mais compensation. C'est c'est, un très maigre lot de c'est, consolation. c'est à mon avis, c'est un point qui est dans le summum de l'hypocrisie, quoi. D'un côté, on crée un État sur les débris d'un peuple, hein. On autorise la colonisation à des hordes qui viennent d'ailleurs, et pour créer un État, on le reconnaît, et puis on lui dit, allez, vous prenez le pays de ces gens, et puis on va dire à ces gens, bah, écoutez, on va construire pour vous, on va mettre en place pour vous une journée internationale de soutien, de solidarité. Donc, et puis, bon, bah, bien sûr, c'était en 47, c'était soi-disant un État sur les terres d'Israël, mais il y aurait sur les terres de Palestine, mais qu'il y aurait une petite partie de ces terres ou une partie de ces terres, c'est une sorte de partage quoi entre les Palestiniens et les colons israéliens de la Palestine en fait. Donc, et comme par hasard, ils prennent la partie la plus qui est sur la côte en fait. Donc, Haïfa, Yafa, Akka, etc. C'est les ports les plus importants qui sont sur la Méditerranée et on laisse l'intérieur aux habitants, etc. Donc ça c'est et puis peu à peu on voit que dans ces années d'existence depuis 47 jusqu'à aujourd'hui, le grignotage, la colonisation à outrance, hein, la chasse aux Palestiniens à outrance, les massacres qui se sont perpétués contre le peuple palestinien pour le pousser à l'exil et pour le pousser à l'exode. Tout ceci, ça a été bien appuyé par les pays occidentaux et puis l'ONU avec, parce que c'était les pays euh, qui ont les pays victorieux de la Deuxième Guerre mondiale qui ont imposé leur ordre et pour à l'ONU, en fait, hein, et que c'est cette ONU qui continue à tergiverser pour la défense des droits du peuple palestinien et qui continue à dire avec la voix des États-Unis et des pays occidentaux que Israël a le droit de se défendre. Alors Alors, bon, pour en justement, revenir à l'événement, mhm, ouais, vas-y. je voulais enchaîner parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble et on a pas mal de points à voir D'accord. encore ensemble. Ouais, Et je ouais. voulais parler justement de pays qui ne tergiversent pas, comme le Oui, Yémen, comme ouais. l'Irak, comme le Liban.
Ah oui, non, mais tous les pays arabes ne tergiversaient pas. Là, mais là, je voulais Oui, dire oui, par rapport à cette journée, Mhm. ce qui s'est passé, ce qui s'est passé donc hier, effectivement, c'était effectivement des réunions importantes qui traitaient de la question palestinienne, Mhm. que ce soit à l'ONU. Donc, on a vu quand même que la position de l'ONU a changé par la voix de Guterres qui a dit que c'était absolument impossible qu'il y ait il n'y a pas de pays qui sont au-dessus de la loi, qu'il fallait que tout le monde se conforme à la loi internationale, que cette tuerie à Gaza elle devrait s'arrêter, qu'il y a eu des pays qui ont soutenu pleinement. Donc, on a vu quand même dans le monde entier, il y avait des grosses manifestations déjà depuis le début le 7 octobre, mais maintenant, et avec à la fois pour faire à la fois depuis le début de la trêve et à la fois avec cette journée internationale de soutien, il y a eu vraiment des millions de personnes qui sont sorties dans les rues dans le monde entier. Alors, on peut parler de l'Iran, de l'Indonésie, du Pakistan, du Yémen, des millions, et même aux États-Unis, en France, en Angleterre, malgré les interdictions, et en Irlande, au Canada, en Australie, il y a eu des manifestations de soutien populaire intenses au niveau du monde entier, donc au peuple palestinien, ce qui a fait aussi à mon avis, quand même, ça a fait pression sur les pays qui, au début, parlaient de défendre des droits d'Israël à se défendre, mais non. Maintenant, on voit quand même qu'il y a des États que je voudrais saluer. Alors, vraiment, l'Afrique du Sud qui a retiré sa représentation d'Israël et qui a aussi envoyé un message très fort à l'ONU, comme quoi qu'il faut interdire ce type de pratique et obliger et couper Israël du monde de l'ONU, en fait l'expulser de l'ONU. Il y a eu bien sûr l'Algérie, les pays arabes, je peux dire la Syrie, Il y a le d'ailleurs Liban, eu, la Jordanie, le il y a déjà Yémen, eu, l'Iran, il y a d'ailleurs eu une voilà. conférence internationale à Alger qui s'est Ouais. tenue récemment à propos de la Palestine. Oui, là, c'était aussi, je continue sur les pays qui soutiennent effectivement la Palestine pour une résolution, là, en fait, Mhm. immédiate, hein. Donc, il y a eu aussi le Canada, l'Espagne, la Belgique et le Canada, qui sont, tout en faisant partie quand même du camp adverse, du camp américain, eh ben, ils ont quand même pris position sous la pression populaire. Et enfin, l'Espagne et la Belgique, bien avant, au point où le ministre, les Israéliens les ont rappelés et leur ont dit des mots assez durs. En fait, hein, donc ça c'est aussi, et Guterres aussi, le secrétaire général de l'ONU. Alors, bien entendu, dans ce même mouvement, dans cette même lignée, il y a eu donc, on en a parlé la dernière fois, un mouvement qui a été initié par Gilles Devers, qui est un grand avocat français de Lyon, du barreau de Lyon, et qui est proche du peuple palestinien, qui a mis en place donc toute une procédure de condamnation, en fait, qui porte le gouvernement israélien devant les cours de justice internationale, autant la Cour pénale, la Cour de justice internationale, Cour internationale de justice, etc. Mhm. Et donc, qui a été rejoint hier par une autre conférence à Alger, qui a été prise en charge aussi par le président Tebboune lui-même, qui a assisté effectivement et qui a lancé une conférence, pas seulement une conférence, mais une action de l'ensemble des avocats et des missions des barreaux et des unions
des unions des avocats, donc algériens, tunisiens, mauritaniens, euh, euh, jordaniens qui étaient là Mhm. et qui vont être rejoints aussi par d'autres associations d'avocats qui vont donc poursuivre ces actions de justice qui mènent devant la justice internationale l'État l'État israélien pour ses crimes contre Crime de guerre, l'humanité contre et l'humanité, crimes de génocide. guerre et génocide. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène c'est quelque chose de très important. Il y a une commission qui va poursuivre ces travaux et les développer et les porter à l'échelle mondiale, effectivement, et à l'échelle de l'ONU. Mhm. Alors, sur le front de la Voilà. résistance, les pays qui militairement soutiennent les Palestiniens, on peut parler si tu veux bien, du Yémen, la résistance irakienne et la résistance libanaise. Donc le Yémen en Oui, premier lieu, donc le Yémen poursuit son soutien et a intercepté un deuxième cargo. On avait parlé tout à fait. du premier cargo dans le précédent Citrep. Tout à C'est quand même un fait. fait notable, Alors, hein. qui a affirmé à nouveau aussi que dans l'absence comment dire, de reconduction des trêves, que de toute façon, il continue à soutenir et est prêt à escalader le soutien aux Palestiniens en s'attaquant aux objectifs, à tous les bateaux qui circulent en mer Rouge et qui circulent du côté de Bab el-Mandeb, qui vont vers Israël qui provoque des échanges, enfin pour des échanges quels qu'ils soient. Ça d'une part, que d'autre part, la résistance irakienne a aussi affirmé, réaffirmé sa volonté de continuer à soutenir la résistance palestinienne aussi en s'attaquant aux bases américaines qui sont à la fois en Irak et en Syrie. Donc, et d'ailleurs, là, je voudrais aussi informer que comment dire, les bases américaines en Syrie ont été attaquées hier aussi, à nouveau. Donc, à Altan, en fait, dans ces quelques jours, dans cette semaine, qui a été parce que en fait, ce qu'on n'avait pas dit, c'est que les Israéliens, pendant cette période de trêve qui était signée et qui devait avoir lieu sur Gaza, pendant ce temps, eux, ils ont accentué les attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie et dans les territoires qui sont occupés depuis 48 ans. Donc, ils ont accentué les violations de domicile, les violations, les invasions de quartiers, les destructions des maisons et les destructions des cultures, hein. En même temps, ils ont aussi continué à arrêter des personnes. Je voudrais dire, il y a eu 2300 personnes qui ont été arrêtées par l'armée, par les Israéliens pendant la semaine de trêve. En fait, si on peut parler d'une semaine de trêve, il y a eu d'abord 4 jours, puis après 2 jours, un jour, 2 jours, et puis après une journée. Donc, en fait, 2300 personnes ont été arrêtées pour on ne sait quelle. De toute façon, ils arrêtent comme ça de manière arbitraire. Ils violent les domiciles des gens, ils vont chez eux, ils les arrêtent, ils les tabassent, ils les amènent en prison, etc. Donc, ça, c'est aussi un point qui est très important à voir dans la politique et dans la manière d'agir israélienne, qui doit être connue, dénoncée et criée sur tous les toits comme violation, en fait, des droits élémentaires des peuples, en fait, Oui, oui. C'est et des les fameux prisonniers. détenus administratifs, en fait, c'est un synonyme Voilà, pour dire détenus arbitraires. Et tout à effectivement, fait. Israël a beau jeu de libérer quelques dizaines ou quelques centaines de prisonniers arbitraires, si dans le même temps comment dire, ils en reponctionnent 2000 ou 3000 par ailleurs. Donc Oui, et c'est là, seuls ont été libérés, en fait, les femmes et les enfants, hein. On n'est pas arrivé au bout.
Il faut savoir quand même qu'il y a il y a 5000 prisonniers dans les geôles israéliennes et des prisonniers importants. On parlait aussi du soutien en fait des résistances, de l'axe de la résistance aussi, la résistance libanaise continue à soutenir aussi la résistance palestinienne en s'attaquant aux colonies israéliennes qui sont sur les frontières du Liban, les frontières sud donc du Liban, et avec la Palestine occupée, ce qui veut dire c'est les frontières nord de la Palestine occupée. Et en fait, là aussi, les colons, ces colonies ont été évacuées, en fait, hein, et les colons refusent de revenir parce qu'ils s'estiment qu'ils sont sous la portée de feu du Hezbollah et que l'armée israélienne ne fait pas suffisamment pour les protéger, donc ils ne veulent pas revenir. Ils refusent de revenir chez eux, quoi, dans leur colonie, c'est pas chez eux. Donc voilà, l'État est obligé de leur apporter des solutions de logement ailleurs. Alors, je voulais revenir Tout sur, pour dire, ouais, je voulais revenir vas-y. sur les attaques dont tu as parlé, notamment la résistance irakienne sur des bases américaines qui sont présentes en Irak et en Syrie. Ça a provoqué la réaction d'un sénateur américain. C'est quelque chose dont tu m'as parlé en préparant cette émission. J'aurais aimé que tu en parles maintenant, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Alors, le sénateur Rand Paul qui fait circuler une lettre collective ou une pétition, en fait, qui demande qui exige, en fait, le retrait des troupes américaines de la Syrie justement pour leur sécurité, qui dit qu'il faut absolument qu'ils partent, il faut quitter la Syrie, ils ne voient pas ce que les, euh, les Américains ont à y faire. Mhm. Euh, je voudrais aussi ajouter un point sur le fait que la Syrie aussi s'attaque aux terroristes, aux bases des terroristes qui sont dans le nord-ouest de la Syrie, qui sont aussi des alliés d'Israël, donc à qui il y a eu des coups durs qui ont été portés par l'armée arabe syrienne et nos alliés russes pendant cette période, hein, Mhm. et que voilà, On peut c'est alors on je pourrait- voudrais quand même on- faire une Vas-y. vas-y, oui, Je voulais, je à ce voudrais stade, justement, puisque tu parlais de la Syrie, mentionner le bombardement récent d'Israël sur exactement. l'aéroport de Damas. Voilà, Euh, merci. Effectivement, Tu pensais peut-être à la même chose. l'aéroport de Damas a été effectivement aussi bombardé avant-hier, hein, Mhm. avec la fin de la. Bon, bah bien sûr, comment dire, les défenses syriennes ont réagi, mais il y a eu quand même deux missiles qui sont tombés dans cette, comment dire, Sur le sur les tarmac. terrains ouais, sur le tarmac syrien, ce qui a fait qu'il est à nouveau sorti de service après 2 heures après qu'il ait été mis en service après l'ancienne attaque. Alors, moi, je voudrais dire qu'en fait, qu'on prenne un peu de recul et qu'on voit un peu comment va évoluer la situation. Mhm. On se pose la question, effectivement, qu'on refasse un petit point sur l'ensemble du paysage, hein. On voit que sur le paysage mondial, il y a un rapport de force qui se constitue, qui est de plus en plus fort au niveau des peuples, de toute façon, qui fait pression sur les pays pour le soutien des Palestiniens. On voit que au sein même de l'état d'occupation fantoche, il y a de plus en plus de contradictions entre les différentes factions
politiques, hein. Il y en avait déjà, on sait, je voudrais rappeler quand même qu'il y a eu 40 semaines de manifestations intenses avant le 7 octobre, hein, et que intenses qui demandaient à Netanyahou de partir. Alors, c'est là qu'il y a eu le 7 octobre qui a fait que ce, ce mouvement s'est tu, puisque l'actualité était d'agresser les Palestiniens. Donc, ils ont mené cette guerre absolument horrible, terroriste, je peux dire, contre les Palestiniens, au cours de laquelle il y a eu d'autres contradictions qui se sont mises en route, des contradictions entre l'armée et les services de renseignement, entre les services de renseignement, l'armée d'un côté et puis le gouvernement de l'autre côté. Beaucoup de déclarations de gros responsables de l'État israélien qui disent que de toute façon, Netanyahou, c'est lui qui est l'homme de la destruction d'Israël, puisqu'il agit pour lui, pour ses intérêts, on devrait se sortir de cette spirale de violence, de guerre, etc. Mais lui, comme il est poursuivi, il va être, ça va être un peu sa fin politique, puisque il y a quand même, on voudrait rappeler qu'il est poursuivi quand même pour pas mal d'affaires de corruption et que beaucoup de personnes, aussi bien de l'opposition qu'au sein de l'État israélien, pensent que c'est lui qui est comment dire, c'est lui qui est la cause de tous ces problèmes, hein, effectivement, parce que à cause du fait de cette nouvelle loi, de cette loi qu'il veut absolument faire passer, de la réforme du judiciaire, à laquelle tout le monde s'attaque et tout le monde s'oppose, hein, disons. Donc, on peut penser qu'il y a un grand tremblement de terre ou un grand schisme intérieur à l'intérieur de l'autorité d'occupation, que de l'autre côté, sur le terrain, cette résistance palestinienne et je dirais, ce succès, ces victoires et ce travail non seulement héroïque, mais aussi bien pensé, bien précis de la résistance palestinienne, a fait que aussi toutes les organisations de la résistance palestinienne se joignent dans la lutte pour la libération de la Palestine. Ça a redonné un grand espoir aux Palestiniens dans la lutte de libération. Le discours de avoir en fait que tient surtout Abou Mazen et ses amis quoi on peut avoir l'indépendance par la discussion avec l'ennemi. Bon, il est bien tombé, il a été bien enterré, je peux dire, mais par la pratique et dans l'esprit de tout le monde, ils ont bien vu que de toute façon, c'est pas avec un État comme celui de l'État israélien qu'on peut discuter, qu'il y a eu Oslo qui a été signé et qui n'a jamais été appliqué. Donc, en fait, cette chimère d'Oslo et des solutions pacifiques et des solutions diplomatiques, etc., sont complètement tombées et qu'aujourd'hui, les Palestiniens se rejoignent dans la lutte pour la libération de leur pays. Et donc, ils ne croient plus aux chimères que font miroiter, je dirais, des instances comme l'ONU et comme les États occidentaux qui continuent à prôner, qui se sont mis à nouveau à prôner la solution à deux États alors qu'ils étaient pour la défense de l'État d'occupation. Donc ça, c'est un changement qui est très important à l'échelle locale, ajouté au fait qu'à l'échelle internationale, la Palestine ou cet enjeu en Palestine est devenu un enjeu très important
montre que la région est un enjeu très important dans le nouveau monde, le monde qui se fait indépendamment des États-Unis, qui se fait autour de la Russie, de l'Iran, de la Chine et tous les pays qui refusent l'hégémonie américaine et qui commencent à voir clairement la dimension de cet État d'apartheid qui est l'État israélien comme quelque chose des siècles passés et qu'il doit disparaître et en fait, quels que soient, je dirais, les moyens d'action des uns et des autres, hein, c'est effectivement la dimension qui est portée par le discours des pays comme la Chine. L'Iran, bien sûr, elle est très clairement pour l'indépendance de la Palestine et pour la libération. La Russie, c'est aussi à radicaliser son discours, je dirais, vis-à-vis d'Israël, ayant vu toutes ces, tous ces crimes d'un côté, de l'autre côté, et toute sa dépendance et toute son interdépendance avec les États-Unis, qui agresse aussi la Russie à travers l'Ukraine. Hmm. Donc voilà, là c'est aussi un discours aussi pour les pays, des pays comme je disais l'Espagne, la Belgique, même le Canada qui ont pris vraiment une position complètement différente de celle des États-Unis, alors qu'au début, ils disaient qu'ils ont le droit de se défendre, que les Israéliens ont le droit de se défendre. Maintenant, ils en viennent à une position beaucoup plus avancée, beaucoup plus proche du peuple palestinien. Donc, c'est, moi, je peux dire qu'on va avancer vers des solutions beaucoup plus aux côtés pour le peuple palestinien et que clairement, la phase qui va suivre, hein, quelle qu'elle soit, en fait, elle n'a rien à voir avec les phases passées. Donc, c'est un point d'inflexion de l'histoire de la Palestine et de tous les peuples et dans la région, tous les peuples arabes, en fait, tous les peuples dans la région, parce que je peux dire, les peuples arabes, ils sont tous avec la Palestine. Les gouvernements ont été complètement trompés par les Américains. Je rappelle les accords d'Abraham qui ont été tissés avec Bahreïn, avec les Émirats arabes unis. Et il était question même que l'Arabie saoudite avance vers une Normalisation. relation de normalisation de ses relations avec cet État fantoche d'Israël. Ben, tout ça s'est stoppé, c'est gelé, et les gouvernements ne peuvent plus non plus accepter ça avec la nouvelle réalité qui a été créée donc après le 7 octobre. Et je Mais, pense que ça, alors, c'est vraiment très, très important merci, à se rappeler et à voir. merci pour ton analyse qui est pleine qui est porteuse d'espoir. Désolé pour mon téléphone que j'aurais dû mettre en silencieux. Juste pour terminer ce site puisqu'il nous reste 5 minutes à passer ensemble, j'aurais aimé parler de choses moins positives et notamment de la pression qu'exerce le lobby sioniste aussi bien en France qu'aux États-Unis, aussi bien dans les partis politiques que dans les rédactions des grands médias, qu'également dans le monde sportif comme le football ou que dans le monde des arts, la musique et les cinémas. Je voudrais que tu commentes si tu veux bien, notamment puisque dans le monde du football, il y a un joueur algérien qui évolue à Nice qui s'est fait suspendre. Il y a une procédure judiciaire à son encontre pour un tweet où il a relayé une vidéo d'un prédicateur palestinien. Et cette affaire est remontée jusqu'à la présidence algérienne puisque le président Tebboune suit ce dossier et a demandé donc au ministère, aussi bien au ministère des Affaires étrangères algérien qu'à l'ambassade d'Algérie en France de s'assurer que le footballeur bénéficie bien d'un traitement équitable au cours de son procès. Donc ça va très loin. Voilà. Et moi, ce que je note de nouveau, et je l'ai déjà dit dans le précédent site-rep, c'est qu'avant le lobby sioniste faisait pression, mais n'obtenait pas gain de cause. Il disait l'AFP est pro-pal, etc., etc.
aujourd'hui, ils arrivent à obtenir à minima que la chaîne ou le média désavoue son journaliste, ou même carrément qu'elle le renvoie, comme l'humoriste, par exemple, Oui, Guillaume Meurice, hein, de France Inter, qui a été renvoyé, si je ne me oui. trompe pas. Puis aussi, en fait, un journaliste de euh, TV5 Monde. TV5 Monde aussi qui a été licencié parce il a posé soi-disant des questions qu'il ne fallait pas poser à un général israélien. Alors je n'ai pas eu l'info qu'il Euh, avait été licencié, mais en tout cas j'ai vu qu'il avait été désavoué par sa chaîne. Désavoué. je crois qu'il a été licencié aussi. Donc Ouais. je vérifierai. Enfin Ok. bon, à vérifier, à vérifier. Mais de toute façon, c'est sûr que de toute façon, le lobby sioniste exerce des pressions très très importantes, hein, partout, d'ailleurs, y compris au sein de l'AIPAC sur les sénateurs américains, puisque j'ai reçu effectivement une vidéo d'un sénateur américain qui dit à tout le monde, à tous les sénateurs, ce qui nous unit ici, c'est que c'est la ligne politique et la défense effectivement des intérêts de notre pays et la défense aussi, la ligne politique pour aussi que notre pays ait une place dans le monde et non pas seulement par l'argent. Or, les lobby sionistes, ils donnent de l'argent pour vous acheter. Si vous refusez leur offre, ils donnent de l'argent pour faire de la publicité contre vous, donc pour vous éliminer. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on voit effectivement qu'il y a une très grande influence du lobby sioniste, même en France, dans l'élimination déjà dans la manière d'orienter les informations et bloquer toute information qui leur plaît pas et qui est contraire donc à Israël. Ça d'un côté. De l'autre côté, mettre des pressions pour détruire les personnes, détruire pas physiquement, mais professionnellement ou politiquement et toutes les personnes qui osent dire la vérité et qui osent exprimer aussi un quelconque soutien aux Palestiniens. Là, Rappelons, on voit aussi rappelons ici, les. rappelons ici que Jonathan Moadab, avec qui j'ai cofondé le Cercle des Volontaires, c'est plus d'une fois, je crois, fait molester par la LDJ ou le Bétar en France. Parce que trop critique d'Israël et en plus appartenant à la communauté juive, et donc ça c'est quelque chose qui est intolérable pour certains sionistes, et Absolument. ils s'en prennent particulièrement à leurs co-religionnaires qui ne pensent pas comme eux. Et ça c'est grave, il faut le dénoncer avec force également. Oui, parce qu'en fait, il dénonce effectivement l'aspect, je dirais, un peu fait, créé, qui n'a pas de source réelle, en fait, du narratif sioniste, quoi. Mhm. Et Ça alors, d'un côté, de l'autre côté, donc dans les cercles sportifs, hein, ils n'arrêtent pas de répéter que de toute façon, c'est pas politique, etc. On a vu comment ils interdisent, déjà, ils ont interdit dans un premier temps aux Russes de jouer, hein, dans les Jeux olympiques, etc. Lorsque là, la guerre a été lancée contre la Russie par les États-Unis et tous les pays de l'OTAN ont obtempéré, y compris la France qui se prétend défenseur de la libre pensée et des libertés individuelles. Et puis déjà ça, au niveau justement de ce jeune sportif algérien qu'ils veulent mettre dehors, etc. C'est en fait incroyable, hein, mais c'est la réalité, malheureusement, de tous ces pays qui se disent défenseurs des droits de l'homme, défenseurs des libertés de la parole, des libertés d'informer, qui ne devient liberté d'informer ou qui ne devient liberté d'expression que lorsqu'il s'agit de aller dans le comment sens, dire, dans de leur sens. blasphémer, Oui. qu'il s'agit de faire des caricatures de Mohamed, de se moquer des croyances des autres peuples de l'islam
autre. Là, c'est la liberté d'informer. Alors Donc, pour... c'est vraiment très grave C'est vrai. et, Et- et Mais ça montre qu'il y a une bataille à mener aussi dans ce sens c'est vrai. pour une véritable liberté d'expression, pour la libération de personnes comme Julian Assange qui a osé aussi braver ces médias horribles, hein, et dire la vérité sur ce qui se trame contre les peuples, hein, que ça fait combien d'années qu'il est en tôle? Enfin, il était et là, malgré tout le mouvement aussi, toutes les forces de soutien dont il jouit, mais il est toujours emprisonné en Angleterre, qui se prétend être quand même un pays très démocratique, s'il vous plaît. Alors j'aimerais beaucoup que tu conclues ce site rep en commentant la position, la déclaration de Macron très récente à propos de la trêve et du droit, enfin, de l'opportunité ou non qu'Israël poursuive sa guerre à Gaza. Qu'a-t-il déclaré Ouais. exactement? Ben, il Ça vient dépasse de dire, l'entendement. écoute, oui, ça dépasse effectivement l'entendement. C'est qu'il était contre et que c'est normal que Israël continue à mener sa C'était guerre contre souhaitable même. Hamas à Gaza. Le terme que tu as Ouais, utilisé, tout c'est à fait, souhaitable, je crois. tout à fait. Ouais, Qu'il était souhaitable exactement. que les Là, hostilités reprennent. ça vient de sortir ce matin avec la reprise des agressions israéliennes contre Gaza. Une reprise Je ne très sais pas violente, hein. si on en a parlé. Tu me parlais de... On en a parlé Non, et de la reprise de euh, l'agression. c'est une reprise très violente, tu me précisais ça tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. Donc, dès 7 heures ce matin, les avions israéliens ont recommencé à attaquer les hôpitaux, d'ailleurs. L'hôpital Al-Shifa a été à nouveau attaqué. Une ambulance avec les urgentistes qui étaient dedans a été détruite par des bombardements. Le nord de Gaza a été attaqué. Il y a eu à nouveau deux journalistes dont on a parlé ce matin qui ont été de la chaîne satellite Al-Aqsa qui ont été tués. Non, en fait, le caméraman a été tué Mhm. et le Les journalistes blessés. et le journaliste blessé. Ils ont commencé, ça a repris avec une violence inouïe. Et depuis ce matin jusqu'à maintenant, il y a eu, je revérifie les chiffres parce que ça a monté vraiment en tout cas à 9h30 ce matin, c'était 47 morts. Et, euh, et plein de blessés. Alors, après avoir détruit toute la structure sanitaire quand même du pays, il faut le dire. Mhm. Donc, c'est là que Macron dit, ah ben c'est normal, c'est bien C'est souhaitable. c'est souhaitable que la guerre continue, qu'il n'y ait pas de trêve, hein, que cette agression continue. Et bien nous, on va Voilà, faire un souhait inverse. On va souhaiter la justice et la paix, parce qu'il n'y a pas de paix sans justice. Et voilà, et la justice, elle a besoin d'être établie sur des bases de vérité. Donc c'est pour ça, je reviens au travail des journalistes qui sont sur place et de tous les témoins, absolument. en plus de tous Mm. ceux qui apportent un travail humanitaire, qui font tous un travail remarquable et exemplaire. Voilà, ayons une pensée Absolument. pour eux, pour toutes les victimes et les Et familles des victimes. absolument. Et Aïssar, je te dis merci beaucoup pour les informations que tu as portées à notre connaissance pendant ce site rep, pour les analyses que tu nous as également partagées. Et si tu as quelque chose à ajouter éventuellement avant qu'on se quitte. Moi, je voudrais ajouter effectivement tout mon soutien à tous ceux qui se battent pour la liberté, pour le respect de l'être humain et le respect des droits au peuple de décider d'eux-mêmes, hein, et de vivre sur leur terre sans être embêtés. Le droit aux Palestiniens à une indépendance et à une Palestine libre et démocratique. Et nous les soutenons et nous les soutiendrons totalement tout le temps. Très bien. Eh bien, je te donne rendez-vous dans 10 jours. Au revoir, Aïssa. Au revoir.